Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord me présenter très brièvement. Je suis Valérie Chéguin, je suis juriste de formation et j'ai longtemps travaillé en milieu industriel chez Renault comme juriste pour ensuite rejoindre un cabinet de conseil et d'études sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, le cabinet Alter Allianz, qui m'a permis donc de changer de métier. Ce métier, c'est d'évaluer la prévention, d'évaluer les risques psychosociaux et d'améliorer la qualité de vie au travail en faisant en sorte, autant que possible, que l'efficacité ne s'obtienne pas au détriment de la santé. C'est donc en tant que praticienne des organisations, praticienne sur le terrain des organisations, que je vais vous présenter une démarche. Bah alors, ah non. Bon alors. C'est pas un... Peut-être qu'il faut... On va réduire. Voilà, c'est mieux. Je vais la prévenir que ça marche. Donc... Monsieur Lanousière m'a offert une très belle occasion de pouvoir illustrer ses propos. J'ai pris l'option, en effet, de vous décrire aussi une démarche globale d'évaluation des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail au travers d'une histoire que je vais vous raconter. Avec les difficultés que nous avons pu rencontrer, avec les succès que nous avons pu voir aussi, et puis parce que cette histoire, qui se termine bien par ailleurs, est très représentative des demandes qui nous sont adressées et très classique aussi dans son mode de déroulement et sa méthodologie. Une démarche participative et pluridisciplinaire. Non, c'est... Quand même, il y a un truc. Hein. Bon, désolé. Bon, voilà. Alors, l'idée donc, c'est de vous montrer comment nous avons procédé pour accompagner sa mise en œuvre, en partant d'un diagnostic global pour parvenir à un plan d'action. À l'issue de cette démarche complète de prévention et d'amélioration de la qualité de vie au travail, pour parvenir à un plan d'action qui soit efficace, réaliste et qui s'inscrive dans la durée, avec un suivi de l'action et mise à jour du document unique. Le contexte était pourtant assez difficile, on était dans un contexte de tension, de forte tension sociale, avec deux camps qui s'accusaient mutuellement des dysfonctionnements rencontrés et qui accusaient en même temps la direction. Je vous dirai donc ce qui a pu contribuer au succès de cette démarche et voilà, quels sont et comment les gens surtout ont pu la vivre. Alors la structure, c'est un institut médico-éducatif d'environ, qui a donc deux pôles, un institut médico-pédagogique, un institut médico-professionnel, et deux chefs de service, et dont la vocation est d'accompagner des enfants, adolescents, jeunes adultes vers la meilleure insertion sociale possible, sociale, mais aussi dans le monde du travail, et d'accompagner les familles. Des enfants en situation, enfin des personnes en situation de handicap et en grande difficulté sociale. L'inquiétude des familles étant un facteur supplémentaire à prendre en compte dans notre diagnostic. Les équipes, environ 50 professionnels. Pour les usagers, c'est une soixantaine d'enfants, adolescents et jeunes adultes. Chaque pôle de l'établissement est rattaché à un chef de service, avec une section spécialisée pour les enfants atteints d'autisme qui était qui est dans l'institut médico-pédagogique des petits, on va dire, 4-14 ans. Non.
Cette démarche présente un certain nombre d'éléments distinctifs qui peuvent expliquer justement son bon déroulement. L'actualisation, nous sommes souvent saisis d'alertes individuelles du médecin du travail, ça a été dit tout à l'heure, du médecin du travail, de l'inspection du travail, et par ce biais-là, on nous demande d'intervenir souvent sur des diagnostics ciblés, sur un périmètre très restreint, pour investiguer une situation relationnelle dégradée, et notamment à l'issue, par exemple, d'une dénonciation de harcèlement. Diagnostic, donc, dans le cadre d'une enquête externe, mais ciblée, où là, on va avoir un diagnostic sur la situation, non pas juridique, du harcèlement, mais sur la situation relationnelle dégradée, avec des préconisations qui sont de l'ordre individuel, collectif et aussi organisationnel. Et puis, parfois, on est saisi dans le cadre d'une évaluation, ça arrive heureusement de plus en plus souvent, dans le cadre d'une évaluation plus globale, où on va nous demander d'intervenir pour prévenir les risques et pour mettre en place une démarche qualité de vie au travail, mais toujours avec comme point d'entrée la mise en conformité avec des obligations légales, notamment l'obligation générale de prévention, de prendre des mesures adaptées et de mettre à jour le document unique. Alors, ici, le document unique aura été, bien sûr, l'aboutissement de la démarche, mais ce qui caractérise cette démarche, c'est que ce n'était pas une fin en soi. C'était vraiment une volonté, en l'occurrence de la direction, ça aurait pu venir des instances, mais en l'occurrence, à l'origine, c'était une volonté de la direction, non sur injonction d'inspection du travail ou des élus du CHSCT, de mettre en place une démarche qui permette de mobiliser l'ensemble des acteurs en santé au travail, y compris des acteurs externes comme le médecin du travail, pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'améliorations et accompagner les changements, les différents chantiers en cours et à venir. Donc vous voyez, c'était plus vu comme une opportunité que comme une contrainte. Et l'approche était celle d'une qualité de vie au travail pour mettre en harmonie, pour permettre de travailler de concert sur la qualité de la prise en charge et à la fois la qualité de la santé de vie de la qualité de vie au travail. Donc deux sujets liés. Et c'est grâce à cette mobilisation de tous les salariés, de la direction bien sûr, mais de tous les salariés au travers de la participation aux entretiens, de la participation à un comité de pilotage dédié à la démarche, de l'intervention de personnes extérieures qui ont pu être très présentes dans la démarche, ce qui est plutôt assez rare. En général, on reste dans le périmètre de l'entreprise. En l'occurrence, le médecin du travail qui appartenait à un service de santé au travail inter-entreprise était très présent, a pu être très présent en tout cas dans la démarche, très intéressé et très présent. Et c'est grâce donc à toutes ces interactions, à ces multiples acteurs, que cette démarche a pu être lancée, qu'elle a pu vivre et qu'elle a pu perdurer. C'était très important la dynamique de changement dans cet établissement parce qu'il y avait une histoire lourde à porter que les personnes ont pu partager dans les entretiens et il fallait en faire le deuil. Et en l'occurrence, la direction en place avait tendance à dire on fait table rase du passé, maintenant vite, on va passer à l'étape suivante et on va se mettre en conformité avec la loi de modernisation sociale, et en fait la page n'était pas tournée pour les personnes. La preuve, la plupart de nos entretiens en fait ont porté spontanément sur une grande partie de l'histoire, en grande partie sur l'histoire. Bon, on va essayer de faire bien. Non, il va trop vite. Donc, un climat, comme on peut l'imaginer dans un établissement comme celui-ci, d'incertitude, d'inquiétude très fort,
Pour les usagers, oui, mais c'était moins perceptible, surtout pour les professionnels et pour les familles. Une succession, j'ai mis un petit verbatim de salariés anonymisés, bien sûr, enfin, en tout cas non reconnaissables, mais qui permet d'illustrer assez bien l'état d'esprit dans lequel les gens étaient quand on est arrivé. Ensuite, il y a différents facteurs qui sont à l'origine de ce climat d'inquiétude, notamment la succession de directions. Une succession de directions avec un cas quand même assez rare, une moyenne d'un directeur par an pendant 10 ans, pendant les 10 dernières années. Et là, un nouveau directeur qui était là depuis 8 mois et qui qui récupérait le dossier en retrouvant vraiment un établissement dans un état de souffrance alarmant, selon l'ARS, et de grande inquiétude, avec l'obligation de rentrer dans une démarche qualité. Donc une succession de directions sans continuité d'une direction à l'autre, une succession aussi de chefs de service qui changeaient avec les directeurs, établissement en souffrance, comme je vous le disais tout à l'heure, la reprise par l'organisme gestionnaire, appelé là-bas le siège, la reprise par l'organisme gestionnaire qui avait repris la gestion de cet établissement depuis un certain nombre d'années, n'avait pas permis le redressement nécessaire pour que l'établissement puisse fonctionner et répondre aux critères qualité exigés par l'ARS, par l'Agence régionale de santé. Donc un organisme perçu en plus très prescripteur, administrativement parlant, c'est-à-dire prescrivant une migration informatique, une décentralisation des fonctions essentielles comme les fonctions comptables, un déménagement non pas à venir mais potentiel. Vous voyez donc une inquiétude assez légitime. Une succession de signalements, d'alertes, de contrôles, d'évaluation même externe par l'autorité de tutelle, des nouvelles méthodes de travail et d'organisation du travail, et notamment dans la conduite des soins, la création récente d'une section dédiée aux enfants atteints d'autisme. Là, on va essayer de faire doucement. Non. Désolée. À l'origine de cette démarche, si je devais un petit peu en faire une mini-genèse, et je passerai très vite là-dessus, mais c'est important, il y avait la menace d'un non-renouvellement de l'autorisation d'ouverture. Donc, un enjeu de fermeture, de perte, de survie. Voilà. Beaucoup de plaintes sur les conditions de la prise en charge, notamment, par exemple, il y avait des comportements assez exagérés en termes de sanctions. Les sanctions étaient très pointées du doigt par la manière de pratiquer les sanctions était très pointée du doigt par l'Agence régionale de santé. Et on a retrouvé à peu près les mêmes problématiques. Par exemple, des sanctions générales appliquées pour quelques-uns, la privation de la relation aux parents pour tous les éducateurs, alors que c'était le fait de seulement quelques-uns, suspectés de maltraitance, des sanctions d'exclusion longues pour des fautes ponctuelles et qui auraient pu se gérer autrement. Voilà, donc un climat vraiment d'insécurité. C'est aussi un des critères de Michel Golac, l'insécurité au travail, un sentiment d'insécurité et de forte inquiétude. Non. OK. Donc, on avait 3 défis. Inspirer, susciter une prise de conscience autour de l'importance de se mettre autour d'une table pour se confronter au sujet de la santé au travail et de la qualité de la prise en charge comme étant un sujet commun. Mettre autour de la table les 2 camps. Alors là, il y avait 2 camps, un camp, une majorité silencieuse et puis une minorité très active, mais très, très virulente, très, très, très puissante. Donc mettre autour de la table les 2 camps qui s'accusent réciproquement des dysfonctionnements en accusant aussi la direction. Faire face à des enjeux de changement importants, j'en ai parlé tout à l'heure, mais surtout un établissement habitué à fonctionner encore à cette époque, et on était bien après la loi de modernisation sociale de 2002, sur un mode très oral et non pas écrit. Donc se familiariser avec la professionnalisation des pratiques, la mettre en œuvre, des grilles de lecture, des outils, une formalisation des process.
Et l'ARS, dans sa conclusion, disait quelque chose d'important. Elle disait « Une réelle ambition partagée est mise en œuvre par tous. Voilà ce qu'il faut faire pour que cet établissement puisse se redresser. » Là, je vais voir comment je fais. 7. Non. Alors, oui. Non. Alors, là, je vais peut-être me lever aussi, ce sera plus... En fait, voilà ce que je vais vous... C'est très clair, en fait. Il y a un micro, oui. Désolée. Oui, il marche. La démarche, voilà ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, en essayant de passer rapidement pour tenir mon temps. C'était une sorte de frise en pyramide pour pouvoir vous montrer visuellement ce que je vais pouvoir vous dire tout à l'heure. C'est les grandes étapes de la démarche, c'est toujours et en amont, comme dans n'importe quelle intervention, une analyse documentaire. Le comité de pilotage, plusieurs réunions. La première réunion, c'est la réunion de lancement de la démarche. Le comité de pilotage, je vous dirai comment il est lancé, comment il est constitué, etc. Une communication aux salariés qui existe tout au long de la démarche. Entretiens et séquences d'observation, c'est très important aussi. Des entretiens, en l'occurrence, qui ont été individuels, confidentiels bien sûr, mais individuels, avec une séquence d'observation directe des situations de travail sur place. Ensuite, la deuxième réunion du COPIL, et là vous voyez, je suis en train de vous parler d'une démarche qui a duré 3 mois pour, on va dire, pour le diagnostic, et 3 mois pour la mise en œuvre du plan d'action. Donc ça fait 6 mois. Ça semble long, mais en réalité, c'est à l'échelle d'un établissement comme celui-là, c'est relativement... c'est raisonnable. Donc, réunion numéro 2 du COPIL pour partager sur le diagnostic. C'est à lui qu'on va restituer en premier le diagnostic. C'est l'instance dédiée au comité de pilotage. Et puis ensuite, une restitution aux salariés du diagnostic qui va se faire en 2 temps. Restitution d'abord des leviers d'action du diagnostic lui-même, vous voyez, pour qu'il y ait une lecture de l'histoire, du présent, des points de force, des points de vigilance et des leviers d'amélioration. Et puis ensuite, une restitution, il y aura une restitution après le travail en réunion du comité de pilotage pour co-construire un plan d'action et mettre à jour le document unique. Il y aura une dernière restitution aux salariés, en plénière cette fois, pour pouvoir partager sur les résultats du plan d'action. Avec un temps de partage toujours dans ces restitutions qui est capital, si on veut que le diagnostic soit vraiment partagé, ici encore au sens de l'accord, de ce très bel accord sur la qualité de vie au travail dont vous parliez très bien tout à l'heure. Ah, ça va pas... Donc là... Donc, l'impulsion, je vous disais tout à l'heure que plusieurs facteurs avaient contribué au lancement de la démarche. Ça s'est traduit tout d'abord par la création d'un comité de pilotage, dédié qui est par une communication aux salariés, par une note de service qui a été affichée dans les locaux, en parallèle d'une communication orale relayée d'ailleurs par le comité de pilotage. Donc, et surtout, il y avait une chose très importante, toujours dans cette première communication aux personnes, c'est l'engagement pris par la direction de réaliser une démarche et de suivre le plan d'action qui en découlerait. Donc, vous voyez, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un engagement sur la réalisation, le suivi du plan d'action par la direction. L'application du principe de subsidiarité. Alors, on est vraiment ici dans l'illustration même du principe de subsidiarité qui doit vraiment accompagner, qui doit être le fondement pour moi de toute démarche de qualité de vie au travail. C'est-à-dire que ça va consister à faire en sorte que les personnes concernées par les changements, les décisions à venir ou en cours puissent participer à la définition même de ces décisions et de ces changements pour pouvoir se l'approprier, y adhérer. C'est toujours un marqueur assez fort d'ailleurs de l'implication des dirigeants puisque ça permet d'illustrer leur capacité à faire participer les salariés à une démarche.
Donc, des échanges préparatoires au départ pour faire une analyse documentaire. Alors, vous voyez bien, c'est pour pouvoir améliorer, enfin prendre une connaissance du contexte, de son évolution, de la structure, de son histoire. Vous voyez, pour pouvoir rentrer dans l'histoire de cet établissement. Donc, on a pu obtenir beaucoup d'informations. En gros, toutes les données sociales, RH, santé au travail qu'on a pu avoir qui étaient disponibles, des fiches de poste quand elles existaient, bien évidemment des rapports, même s'ils étaient anciens, c'est toujours précieux de voir ce qui a pu présider à la conclusion des uns ou des autres, d'un cabinet externe, de l'ARS, voilà, autant d'éléments qui vont pouvoir permettre d'affiner et de préparer notamment la grille d'entretien. Donc, ce comité de pilotage, en fait, c'est assez simple. Pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut qu'il remplisse 3 conditions. On revient toujours à cette idée de pluridisciplinarité. C'est une micro-représentation de l'établissement, puisqu'il est constitué des différents métiers et des différents acteurs clés de l'établissement et à l'extérieur par le médecin du travail. Il doit en effet, en l'occurrence, il avait rempli les 3 critères, les 3 conditions habituellement requises pour qu'il puisse bien jouer son rôle, à savoir la condition d'agilité, pas être trop nombreux, donc 7 salariés et 3 invités, paritaire, avec des représentants du personnel, membres du CHSCT, il y avait 3 DP, et de chaque métier, pour que les métiers puissent être représentés dans ce comité de pilotage, encadrement de proximité inclus, avec les chefs de service. Décisionnaire, il faut quelqu'un qui puisse prescrire des décisions à l'intérieur de ce comité de pilotage. En l'occurrence, la présence de la direction a permis tous les arbitrages, la gestion des arbitrages des difficultés qui étaient nécessaires. Et sa capacité, en attestant de sa capacité à en débattre. Ce qui n'était pas gagné d'avance, en l'occurrence. Le COPIL va être un relais de communication pour sensibiliser les personnes. Mais pour nous, c'était aussi l'occasion de vraiment permettre au comité de pilotage de gagner en autonomie, de gagner en apprentissage, de pouvoir exister et de pouvoir bien sensibiliser les salariés, relayer l'information et de pouvoir exister en dehors de nous. De fait, la plupart des réunions sont venues sans nous. Et après l'intervention, après la démarche. Oui. Donc, la première réunion avait pour objet de fixer tous les grands principes de fonctionnement, par exemple la composition, les principes de fonctionnement, la première communication aux salariés, donc valider les termes. Ce n'était pas simplement une note de la direction, c'était une note validée par le COPIL sur laquelle nous avions tous travaillé. La méthodologie d'évaluation, alors quantitative, qualitative, la question se pose toujours. En général, on peut faire les deux, mais ici, on était sur une petite population pour laquelle l'évaluation quantitative n'aurait pas eu de valeur mathématique et qui, en plus, était perçue comme, le COPIL considérait qu'elle aurait pu être perçue comme un peu rigide, un peu sur un mode interrogatoire et pas très sécurisant pour les personnes rencontrées, avec aussi une phase d'observation directe, ce qui avait été décidé. Pareil, la prise de décision du COPIL, elle a pu porter sur la méthodologie. Alors, la méthodologie des entretiens, entretien individuel versus entretien collectif. Vous voyez, souvent notre préconisation, ça va être de proposer plutôt des entretiens de groupe. Métier d'éducateur, en l'occurrence, ça aurait été métier d'éducateur, le métier des chefs de service, donc avec les 2 chefs de service, ils auraient travaillé ensemble, entre pairs, pour pouvoir partager des problématiques, des bonnes pratiques, et faire émerger des solutions du terrain. Donc ici, ça n'a pas été retenu parce qu'il y avait beaucoup de tensions et que ça a été ça a été perçu comme étant, ça aurait pu cristalliser en fait les tensions existantes. Et finalement, il n'y avait pas suffisamment d'esprit, curieusement, d'esprit métier, d'esprit d'équipe pour pouvoir mettre les gens ensemble par métier, puisque ce n'était pas très intuitif, voilà, dans cette organisation-là. Le périmètre des entretiens, alors des rencontres individuelles avec un nombre représentatif de personnes,
On peut procéder à un échantillonnage. Ici, en fait, on a proposé aux membres du COPIL de nous faire une liste qu'on a bâtie avec eux des personnes incontournables, donc à rencontrer dans les entretiens. Donc, dans les entretiens individuels, il y avait des membres du COPIL, il y avait le médecin du travail, bien sûr, en personne externe, il y avait des salariés à minima de chaque métier, voilà. Ensuite, il y avait évidemment une participation des entretiens sur base de volontariat, c'est-à-dire que les personnes pouvaient volontairement s'inscrire sur un planning tenu par un membre du COPIL, pouvaient volontairement s'inscrire à ces entretiens. Entretiens sur place, dans des locaux protégeant la confidentialité et la qualité des entretiens, en face à face, et pouvant être complétés, oui, par téléphone. C'est important parce que certains entretiens ont comporté une dimension un peu d'accompagnement et il fallait voilà, montrer une disponibilité pour pouvoir compléter éventuellement avec la personne déjà rencontrée l'entretien si elle le souhaitait et cette fois par téléphone, si on en était d'accord. En termes de diagnostic et de plan d'action, il y a eu une deuxième réunion sur la première, en fait, il y a eu une deuxième réunion sur la base du pré-rapport du COPIL après la réunion de lancement, donc une deuxième réunion, pour partager sur le diagnostic et les leviers d'amélioration. Et puis ensuite, après la restitution, pour valider le plan d'action issu du diagnostic, pour passer de l'inventaire des risques à un véritable plan d'action. En fait, ça a été l'objectif, le fil rouge conducteur qui nous a guidés pendant toute la démarche. Donc, il y a eu beaucoup de réunions de travail en COPIL sur cette durée, cette période de déroulement de la démarche. Ce qui est très marquant, c'est qu'il y a eu beaucoup, quand je dis 13 réunions de travail, c'est hors celles qui se sont faites entre membres en groupe restreint par certains membres du COPIL pour travailler sur certains sujets, pour pouvoir avancer en parallèle ou pour pouvoir faire le tri des sujets, enfin voilà. Donc il y avait des réunions de travail intermédiaires et ce qui est satisfaisant, c'est que plus de la moitié des réunions s'est tenue sans nous. Ça veut dire qu'on avait atteint notamment notre objectif qui était de favoriser l'autonomie du comité de pilotage pour qu'il puisse vivre et survivre. La phase d'observation, alors l'observation des situations de travail, c'est aussi un moment important parce que ça permet d'être dans le travail sans évidemment interférer dans l'activité, sans la déranger, d'être en posture d'observateur pour pouvoir compléter l'analyse, l'affiner, apporter une couleur de plus à la palette de perceptions qu'on va recueillir en entretien, puisqu'il s'agit bien sûr de perception. L'observation ici nous a permis de participer à beaucoup de moments assez forts. Des récrés, ça permettait de voir qui les surveillait, comment les enfants, enfin des récréations, des temps forts aussi, des moments de convivialité comme la fête de fin d'année, enfin voilà, plein de moments, et aussi une observation participante dans le cadre d'une réunion de travail qui était généralement assez houleuse et dans laquelle on avait à observer l'interaction entre les personnes et la manière dont ils pouvaient fonctionner ensemble, en étant cette fois plus intervenant que observateur. Et dans l'ensemble, cette observation, ce qui vraiment nous a frappé, c'est pas inhabituel d'ailleurs, mais ici, voilà, on s'y attendait pas forcément, c'est que vraiment, ça a été perçu comme une vraie marque d'attention vis-à-vis des personnes, de leur travail et des usagers aussi, comme une marque de reconnaissance. Et le fait d'être là, c'était mettre un visage sur nos noms, c'était vraiment quelque chose de très pour nous particulièrement intéressant, riche. Donc au total, on a vu 35 personnes, donc plus de 50% de la population d'établissement, sans compter la direction des ressources humaines et le médecin de l'organisme gestionnaire et le médecin du travail. Toujours sur base de volontariat. Il est évident, vous en parliez tout à l'heure, qu'aucune démarche
Elle présuppose le consentement, l'assentiment des personnes, voire l'adhésion. Dans nos entretiens, on a toujours à cœur d'être dans une vision le plus grand angle possible. Comme M. Lanousière le disait très justement tout à l'heure, l'idée c'est de passer au crible l'ensemble, tout, l'organisation du travail, les conditions de travail, le vécu individuel des personnes aussi, mais donc l'individuel, le collectif, l'organisationnel, les pratiques de management, voilà, tout au grand angle. Et l'idée, ce n'est pas de travailler seulement sur ce qui ne va pas. Il faut investiguer aussi bien ce qui fonctionne bien que ce qui fonctionne moins bien. Vous voyez, les points de force et les points de vigilance. Et ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, il y a toujours un temps de recherche de solutions. Ce temps de recherche de solutions, il est précieux parce qu'on passe de la plainte à la demande et même à la co-construction de solutions. On associe les salariés à la possibilité d'émettre, de formuler, de faire émerger des idées et des solutions qui vont être des leviers d'action qui seront pris en compte pour conduire à un plan d'action. C'est un peu les 4 temps que j'ai essayé de résumer en un slide. Notre référentiel, c'est celui qui était cité tout à l'heure, c'est un référentiel très classique, issu de la littérature scientifique et académique. C'est le référentiel les travaux de Michel Golac. Sur la littérature, je citerai Yves Clos, que j'aime bien dans son très beau livre Le travail à cœur. Le référentiel qualité de vie au travail apporté par l'ANACT en 2007. Et puis l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle du 19 juin 2013, évidemment. Avec les grilles de lecture de l'INRS. Donc voilà, pour mettre à jour notamment le document unique, en termes de méthodologie, on va reprendre bien évidemment ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, la dame qui était assistante sociale, les 6 dimensions, les 6 familles de risques. Et donc on s'appuie sur un référentiel extrêmement classique. Il y a un moment toujours très attendu dans une démarche qualité de vie de prévention des risques psychosociaux et d'amélioration de la qualité de vie au travail, c'est la restitution. Pourquoi ? Les gens ont donné leur temps, leur confiance, et vraiment, c'est quelque chose qui suscite parfois une démarche comme celle-ci. Elle peut susciter même beaucoup d'inquiétudes. Donc c'est important de pouvoir livrer une lecture aussi fidèle que possible aux personnes qu'on a eues individuellement en entretien individuel. Je trouve que c'est fondamental, donc je crois que personne n'en fait abstraction. Le danger, vous voyez, le principal risque, ça va être d'être à côté, de s'être trompé, que les gens ne se reconnaissent pas. Et éventuellement, et ça c'est pire, qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils ne se sont pas sentis reconnus, voire démasqués. C'est-à-dire que quand on va restituer, on va s'abstenir, comme toujours en collectif, de tout reporting individuel. On va déployer une présentation globale, avec parfois des verbatims, certes, parce que c'est vraiment, je pense que ça fait parler, vraiment ça donne du corps, de la densité du corps, à la présentation, dans la restitution, comme par exemple celui-ci, personne ne sait ce que je fais, je pourrais ne rien faire. On l'avait pris pour illustrer le sentiment de manque de reconnaissance. Bon. Heureusement, il y avait un très fort sentiment d'utilité au travail, donc l'utilité au travail a permis de compenser un peu, le facteur de risque que représentait le manque de reconnaissance. La restitution, cette restitution, on a vu tout à l'heure, se fait dans un premier temps au comité de pilotage avant de se faire aux salariés. C'est-à-dire que l'instance dédiée à la démarche va être la première instance qui va être le réceptacle de cette restitution-là. Ça a été d'ailleurs en l'occurrence un temps très très fort. Parce qu'on avait juste fait un mini débriefing à la direction qui n'avait pas voulu connaître les résultats du diagnostic avant. Et je l'avais un peu averti, mais sans plus, par correction.
Mais vraiment, ça a été un moment très fort, cette restitution du directeur en passant par le copil jusqu'aux salariés présents quand on était dans la phase de restitution aux salariés en plénière. Parce que c'est vraiment un retour sur la réalité, un arrêt sur image. Au total, je vais être à peu près dans les temps, une centaine de pages de rapport avec un certain nombre d'items qui sont vraiment qui nous ont marqués. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, le manque crucial, le sentiment d'un manque de reconnaissance. Il n'y avait aucune pratique de reconnaissance dans l'établissement, des réunions très descendantes, pas de remerciements. Enfin, vous voyez, des pratiques très, très, très rigides qui entraînaient des comportements aussi rigides des professionnels. Un manque de compréhension et d'adhésion au projet d'établissement qu'il fallait repenser dans sa globalité entièrement, hein, sur injonction de l'Agence régionale de santé. Une perte de sens, on parlait de perte de sens tout à l'heure, une perte totale de sens. Pas d'étoile polaire, une dévalorisation du rôle managérial. Les managers, les chefs de service, anciens éducateurs, n'avaient pas trouvé leur place, leur légitimité au sein des équipes. De fait, il manquait de moyens, il manquait d'outils, leurs fiches de poste n'étaient pas à jour, ils ne savaient pas réellement où ils en étaient ni ce qu'ils devaient faire, ils interféraient sur la mission de l'un et sur la mission de l'autre, et en réalité, il n'y avait pas de guide dans l'organisation. Des relations interpersonnelles qui prenaient le pas sur l'idée d'un collectif. On avait des groupes, mais on n'avait pas de collectif. Des groupes de personnes, c'est très différent. Le collectif, c'est quand il y a une équipe. Donc il n'y avait pas d'équipe, au sens propre du terme. Il y avait des équipes d'éducateurs, par exemple, mais il n'y avait pas d'esprit d'équipe. Un climat de suspicion, un climat de rumeurs, beaucoup d'inquiétudes, je vous en parlais tout à l'heure, à cause justement de cet effet, de cette dynamique des groupes qui faisait qu'en réalité on avait un choc entre un choc de clans qui s'affrontent et qui affrontent la cohésion de chaque camp. Avec au final beaucoup d'incidents dans la prise en charge des enfants et en termes de santé au travail dans l'établissement. Beaucoup d'arrêts, un absentéisme, pas toujours lié à des raisons de santé, mais qui est plutôt lié à la fuite. Enfin, vous voyez, des choses très, très particulières. Donc, on a identifié 5 leviers d'action qui ont été tous validés en comité de pilotage. Accompagner le changement, alors toujours revenir à cette idée de sens qui est fondamentale. Ensuite, prendre en compte le deuil des situations passées. Donc la restitution a permis ici justement de donner, de rendre compte de l'histoire aux participants, mettre en place des groupes de travail multimétiers pour donner du sens sur le terrain à toutes les prérogatives, toutes les injonctions, toutes les prérogatives de l'agence régionale de santé, favoriser l'expression organisée des salariés au travers de groupes métiers, des groupes d'analyse de pratique qui n'existaient pas, ou partiellement, ou ponctuellement, des espaces de discussion, en fait une réponse à l'exigence de pluridisciplinarité, de travail pluridisciplinaire qui est à l'inversion de la dynamique de groupe. Il y avait aussi l'importance devait être donnée à la sanction des comportements d'irrespect. Donc, identifier les marques d'irrespect en construisant une charte comportementale et en sanctionnant les comportements toxiques, déviants. Fluidifier la relation direction-salarié, valoriser les collaborateurs, ça rejoint le thème, en grande partie, le thème de la reconnaissance, renforcer la présence de l'organisme gestionnaire sur le terrain. Par notamment, par exemple, une permanence RH mensuelle. Ça rentre dans le plan d'action. Donc là, on est, j'arrive à la fin, on est sur un plan d'action qui comportait, comme souvent, presque toujours, des chantiers de fond et des petites victoires. Pourquoi ? Parce que il n'y a que la combinaison des deux qui va donner le sentiment aux personnes
que la démarche a abouti à quelque chose de relativement perceptible, puisqu'il y a une immédiateté dans les petites victoires qui fait que, voilà, on a le sentiment qu'on a réussi quelque chose assez vite, d'autant que ces petites victoires vont déjà souvent exister dans l'organisation. Il va falloir aller les rechercher pour les faire revivre. Il va falloir aller, vous voyez, dans l'histoire et dans la culture de l'établissement pour pouvoir aller y puiser des bonnes pratiques en termes de petites victoires. Les chantiers de fond, il y en avait plusieurs. Il y avait notamment créé, toujours dans un objectif d'exemplarité, puisque les salariés n'étaient pas eux-mêmes en phase d'une équipe à l'autre et au sein même des équipes, créer une communauté managériale pour que les deux, réduites évidemment aux 2 chefs de service, pour que les chefs de service puissent travailler sur les bonnes pratiques, sur leurs difficultés, sur les bonnes pratiques à faire émerger, et sur aussi, par exemple, leur fiche de poste. Voilà, c'est quoi la définition d'un chef de service? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Jusqu'où on va? Voilà. Donc ça, c'était très important. Faire participer la personne à la rédaction de la définition de son métier qui le concerne. Donc réécrire les fiches de poste, rédiger la charte comportementale, créer aussi un processus de détection des signaux faibles et des alertes. Il n'y en avait pas, c'est-à-dire que c'était un peu, et comme la RH était, la DRH était au siège, il n'y avait pas de procédure de remontée claire, et personne ne faisait appel à la direction des ressources humaines. On allait tout de suite voir le directeur, qui n'était pas forcément la personne la mieux placée, parce qu'il changeait tous les ans, et que le nouveau, il était là depuis 6 mois. Donc, vraiment un processus de détection des signaux faibles et d'alerte à mettre en place, qu'on doit commencer à construire avec le comité de pilotage. Créer une permanence RH, je vous l'ai dit, faire revivre des groupes de parole, par exemple, pour les familles, pour que renouer le lien entre les familles, leurs inquiétudes et les éducateurs, ce que les parents attendent de nous, comment mieux les accompagner, rétablir une relation éducateur-parent et non plus sous la supervision d'un chef de service et éventuellement même du directeur, ouvrir des espaces de discussion, métiers, et des espaces pluris, et puis aussi des formations. Vous voyez, on est sur de la multidimension, c'est-à-dire qu'on est bien sous l'angle du primaire, du secondaire et du tertiaire. La mesure primaire par excellence étant ici cette démarche même d'évaluation et des risques psychosociaux et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Se contenter des petites victoires, ça aurait été une erreur. Parce que dans ce cas-là, on serait dans une dynamique un peu gadget, vous voyez, un peu cosmétique. On voit parfois des entreprises qui mettent en place des crèches, c'est bien, mais s'il n'y a que ça, ça ne suffit pas. Il faut montrer qu'on a travaillé sur les causes profondes et sur des solutions abouties et co-construites. C'est ça la clé du succès d'une démarche comme celle-ci. C'est le dernier slide. Donc, pour l'analyse des réussites et des succès, je dirais le principal réussite pour moi, ça a été qu'on puisse, dans un établissement plein marqué par, comme le disait le verbatim, des années de virulence, de clanisme, d'une virulence extrême, qu'on ait pu se mettre autour de la table pour pouvoir partager ensemble, toutes disciplines confondues, de manière complémentaire sur la santé au travail et qu'on puisse ainsi permettre de travailler sur une amélioration de la qualité de la prise en charge. Les entretiens, l'implication massive des personnes. Alors ça, c'est assez rare qu'il y ait une telle mobilisation des personnes, que ce soit aussi huilé. Vous voyez, là, le moteur, la démarche a bien marché parce que le moteur était bien huilé. Il y avait un bon pilote qui était le comité de pilotage, mais il y avait aussi un bon moteur, bien huilé. C'est-à-dire que tout le monde s'y est mis, et pourtant, c'était pas très bien parti. Ça a permis aussi à la majorité, cette majorité silencieuse dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir porter sa voix, de pouvoir se libérer en termes de parole.
et de pouvoir enfin dire ce qu'elle avait à dire. Ce qui n'était pas forcément négatif, hein. Il y avait beaucoup de positifs. Traverser les plaintes, surtout aussi le renouvellement de l'autorisation pour 15 ans qui a été obtenu, et l'élaboration commune, partagée du document unique avec l'ajout d'un volet psychosocial. La difficulté principale, c'est qu'on n'est pas parvenu à réunir tout le monde sur la durée, qu'il y avait toujours des dissensions, des animosités qui ont pu survivre. C'est peut-être assez inhérent à ce type de structure. Vous voyez, mais en tout cas, c'est malheureusement, on n'a pas pu dépasser complètement cette dimension de tension-là. Mais au moins, on a pu cohabiter, faire cohabiter et faire co-construire. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Et sur cette image, après cette mise en mots de peinture des enfants, c'était les grands enfants, pour la fête de fin d'année, après une visite au musée Picasso.